Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, émission quotidienne qui a lieu tous les matins à 10 heures du matin. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et après une semaine d'absence, me voilà de retour pour cette émission du lundi 25 janvier. Le titre du jour est Tendance baissière toujours active. Car jeudi et vendredi dernier, nous avons eu un rebond technique orchestré par les banques centrales. Néanmoins, à court terme, des résistances ont été atteintes et c'est la raison pour laquelle les indices reculent un petit peu. Et puis, on verra ensemble que malgré les beaux rebonds et malgré les 20% de hausse notamment sur le WTI, eh bien, ce dernier reste baissier. Et c'est ça qui ne l'a pas empêché de repartir à la baisse de 3, voire même 4% ce matin. Voilà, donc des marchés toujours sous pression. Un peu moins à cause de la Chine, mais toujours à cause du ralentissement économique mondial. Des marchés qui tiennent bon grâce au soutien des banquiers centraux, notamment donc de Draghi jeudi dernier et vendredi dernier, mais également de la BOJ, la Banque du Japon, qui est attendue au tournant à la fin de la semaine. La Banque du Japon qui avait déjà botté en touche et qui, comme la BCE en fait, avait dit qu'elle pourrait un petit peu modifier son programme d'achat, mais pas forcément l'augmenter. Les marchés n'avaient pas beaucoup aimé à l'époque. Mario Draghi a fait la même chose en décembre, les marchés n'ont pas beaucoup aimé. Donc là, si BCE et BOJ veulent vraiment soutenir les marchés, il va falloir augmenter les programmes de quantitative easing. Et c'est dans cette perspective donc que nous avons eu un rebond technique jeudi et vendredi dernier. Alors Christophe, oui, j'ai passé de très bonnes vacances, je vous remercie pour cela. J'ai pu prendre quelques jours à la montagne, ce qui m'a vivifié. Alors, sans plus attendre, comme tous les jours, voici l'avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, concernant les CFD. Je vous laisse en prendre note. Donc comme d'habitude, dans la matinale, on va voir ensemble les news, le calendrier éco, le passage en revue de certains actifs, puis je répondrai à vos questions. Concernant les dernières actualités, Pékin veut éliminer les surcapacités de l'industrie sidérurgique et prend donc note implicitement de son propre ralentissement. Goldman Sachs estime néanmoins que le ralentissement chinois n'est pas quelque chose à craindre, notamment sur les pays industrialisés. Ce n'est pas parce que la Chine fait baisser ses importations que les pays qui vont le plus en pâtir seraient les pays développés. C'est les pays industrialisés, pas développés, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que a été calculé par Goldman Sachs que si il y a la Chine qui importe et exporte moins, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose à forcément craindre sur les chiffres de croissance des zones qui sont autour. Les indices ont rebondi donc jeudi et vendredi dernier grâce à des annonces de quantitative easing, donc de QE. Le quantitative easing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'assouplissement quantitatif. Ça veut dire que la banque centrale va émettre des billets, va les injecter dans le système. Voilà. Donc on imprime de l'argent, on va l'injecter dans le système en espérant que ça fasse repartir les chiffres de croissance, repartir les chiffres d'inflation et qu'on ait une économie qui se vivifie. Et alors, le petit souci avec ça, c'est qu'on s'est rendu compte a posteriori depuis ces 5 dernières années, voire même ces 20 dernières années au Japon, que le quantitative easing ne faisait pas ou peu remonter l'inflation. On continue donc d'injecter et de faire du quantitative easing en espérant que cela fasse remonter notre inflation en Europe, alors qu'on a constaté dans d'autres zones que malgré le QE, l'inflation ne remontait pas. Bon,
Allez savoir, peut-être que les banquiers sont trop ou ont envie d'aller au bout des choses. Certains d'entre eux ont même laissé entendre que de toute façon ils ne savaient pas ce que le quantitative easing pouvait avoir comme impact sur l'économie réelle et que c'est un laboratoire à ciel ouvert. Concernant la Russie, le PIB de cette dernière donc, a chuté de 3,7% en 2015. On ne sera pas étonné de ce recul du PIB de de la Russie, excusez-moi, puisque cette dernière a une économie qui est très corrélée avec le pétrole. Et étant donné qu'on a vu des cours du pétrole chuter de 80% en un an et demi, eh bien, on n'est pas étonné que ça ralentisse un peu là-bas. Et encore, je trouve que ça ralentit pas trop. Donc voilà, on a à court terme la Chine qui inquiète un peu moins et certaines banques, dont Goldman Sachs, qui se veulent rassurantes concernant la Chine. On a eu un rebond jeudi-vendredi donc sur les indices grâce à plus de QE et malgré donc d'autres choses négatives, d'autres statistiques négatives. Et la Russie, en fait, elle, c'est le reflet de ce qui se passe un petit peu dans tous les pays émergents. Vous avez le Brésil qui a forcément ralenti, vous avez la Chine qui a ralenti, vous avez la Russie qui a ralenti. La seule à ne pas avoir ralenti, c'est l'Inde. L'Inde dont la croissance avoisine... je crois que c'est 6,5%, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je vérifierai. En tous les cas, elle a une croissance très stable et très forte. Alors ce matin, j'ai lu une news selon laquelle la France voulait doubler ses investissements en Inde. Moi, j'ai un seul souci avec ça, si vous voulez, c'est que ces 2 dernières années, tous les pays émergents sont cassés à figure, sauf l'Inde. Donc s'il y a un seul pays qui va bien, certes, c'est l'Inde, mais est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un pays dans lequel, quand on investit au plus haut, au plus cher, au plus fort, alors que tout le monde achète déjà depuis 8 ans? C'est la question que je me suis posée. Concernant les news d'entreprise, Airbus pourrait se voir commander 160 avions par l'Iran. Dassault, donc toujours dans l'aéronautique, négocierait avec l'Inde pour 36 avions Rafale. Concernant le fait qu'on fasse des échanges avec l'Iran, c'est une chose. Ça va notamment avec l'abaissement des sanctions et la réouverture des marchés pétroliers à l'Iran. Concernant l'Inde, je viens de vous en donner mon avis. En fait, que la France vende des Rafales en Inde, c'est une très bonne chose. Après, que le potentiel des actions ou des entreprises indiennes soit extrêmement fort, tout dépendra du secteur. Il faut être bien sélectif car déjà beaucoup d'entreprises et d'investisseurs sont rentrés sur ce marché. Et puis Air France, donc toujours de l'aviation, profite d'un relèvement de recommandations ce matin. Concernant les statistiques passées, vendredi, on avait des PMI qui étaient inférieurs aux attentes, on avait des ventes au détail qui étaient inférieures aux attentes. Le seul chiffre supérieur aux attentes, c'était l'inflation au Canada. Concernant le Canada, vous aurez pu remarquer que la devise canadienne, le CAD, est très corrélée au pétrole. Donc quand le pétrole chutait, vous aviez le CAD qui chutait aussi, et donc vous aviez la paire USD-CAD qui montait. Et là, inversement, avec le violent rebond du pétrole, on a vu donc l'USD-CAD fortement chuter, de 600-700 points, je crois, en l'espace de 48 heures. D'une part parce que vous aviez un bon chiffre économique du CAD, et puis d'autre part parce que vous aviez le pétrole qui rebondissait. Donc voilà, l'USD-CAD, ça a été une très belle tendance haussière pendant très longtemps. Maintenant que le pétrole est à 25$, enfin à frôler les 25$, ça va devenir un peu plus compliqué de jouer la baisse sur le CAD. Quant aux statistiques du jour, à 10h, vous avez eu la publication de l'IFO. À 19h, attention, il y aura un discours de Mario Draghi. Pourquoi je vous dis attention? Parce que jeudi dernier, il y avait la BCE. Mario Draghi a parlé et c'est seulement vendredi matin, quand il a parlé à un forum économique,
qu'il a encore une fois bien appuyé sur le fait qu'il pourrait utiliser tous les instruments pour soutenir l'Europe et atteindre la cible d'inflation de la BCE. Le problème, c'est que voilà, pour l'instant, l'inflation ne remonte pas. Le pétrole bas veut dire que l'inflation pourrait rester basse un certain temps. Donc on verra bien comment les banquiers centraux se sortent de cette situation un peu particulière et historique. Enfin, en Australie, les banques sont fermées, il n'y a pas de marché, donc l'Australie, elle reviendra demain. Je vais maintenant passer sur la plateforme. Sur la plateforme, si on regarde les indices tous ensemble, donc on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a une tendance baissière à moyen terme, en décembre et en janvier, que ce soit sur le Nikkei, que ce soit sur le 440 ou que ce soit sur les indices américains. Donc le concept, c'est que sur pratiquement tous les indices boursiers, vous avez des tendances à long terme qui sont haussières. Voilà. Et donc la semaine dernière, les indices sont venus tester leurs supports de long terme qu'ils ont tenus. Tant que les supports de long terme tiennent, ça peut remonter, ça peut rebondir. Si les supports de long terme cèdent, là, ce sera un changement de marché et on passera de marché haussier à marché baissier, à bear market. À moyen terme, donc, fonction des indices, ce sont des ranges ou des tendances baissières. La plupart du temps, à court terme, sur les 3 dernières semaines, ce sont des tendances baissières. Voilà. Donc on est dans un rebond technique dans des tendances baissières pour le moment. Et c'est pour cette raison, si vous voulez, qu'on a un CAC qui a reflué ce matin. Il n'est pas acquis que la hausse doive se faire. Et puis, si hausse il doit y avoir, souvent il y a des replis pour pouvoir mieux monter. Donc regardez, ça c'est le graphique du 440. Le 440, donc il est en tendance baissière. La tendance baissière, elle a accéléré surtout en début d'année avec le gap baissier qu'on a eu le 4 janvier. Puis on a eu confirmation de la baisse le 7 janvier. Ensuite, on a eu un rebond technique vers le 13 janvier avant que les vendeurs ne reprennent la main et enfoncent le clou. Moi, je suis parti en vacances vendredi 15 janvier quand on était ici. Ensuite, on a rebondi un petit peu, puis on est reparti violemment à la baisse. La baisse, c'était donc mercredi dernier. Mercredi dernier, on s'est fait peur sur le 440 et sur la plupart des indices. L'indice a touché son bas de canal ici vers les 4100 points. Donc les 4100, 4200, vous n'êtes pas sans vous rappeler que ce sont les plus bas de cet été et puis que c'est aussi la zone qu'on avait travaillée avant le départ du quantitative easing en décembre 2014. Donc en fait, là, on vient exactement de revenir au point de départ d'il y a un an. Il y a un an, tout allait bien en Europe, on faisait du quantitative easing, ça allait monter, les résultats d'entreprise étaient bons et tout allait bien dans le meilleur des mondes et puis on a pris 40% en ligne droite. Enfin, on va dire 30. 40% c'était sur le DAX. 30%, et puis là on s'est rendu compte qu'en fait tout n'allait pas si bien, que les résultats d'entreprise n'allaient pas si bien, que la Chine n'allait pas si bien, que les émergents n'allaient pas si bien, et donc que toutes les matières premières devaient continuer de baisser, ce qui s'est passé, et ce qui a donc fait baisser l'ensemble du secteur énergétique, et on a là une croissance qui commence à devenir compliquée, et des chiffres économiques qui commencent à devenir compliqués. Donc, on est revenu là où on était il y a un an, sur la zone des 4100, et ça a parfaitement réagi pour le moment. Est-ce que les marchés vont revenir vers les 4100, les casser, passer en marché baissier, se faire peur à très court terme? Pour l'instant, je ne vois pas de news, d'annonce qui pourrait engendrer cela. Comme je vous l'ai expliqué juste avant de partir, afin de valider des cassures de support de moyen terme et des accélérations baissières à suivre, eh bien, il aurait fallu que l'or s'envole, que l'or casse sa MM100, que je vais vous montrer dans quelques instants, et ce n'a pas été le cas. Il aurait fallu que le yen explose à la hausse, montrant une forte aversion au risque, mais ce n'a pas été le cas.
il aurait fallu que l'euro-dollar casse les indices et parte à la hausse, comme quand on a eu la panique l'été dernier avec la Chine, mais cela n'a pas été le cas. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'en fait, ces 2 dernières semaines, on travaille la zone des 4100-4300, c'est une zone clé de moyen terme sur le CAC, on a les mêmes sur tous les autres indices. Euh, sur le US 30, c'est les plus bas à 15 350 de l'été dernier. Sur le SP500, ce sont les 1820 points, etc., etc. Donc, tant qu'on tient ces zones-là, ça tient bon, on s'est fait des frayeurs et là, ça rebondit. Pourquoi ce matin, en début de semaine, ça repart un petit peu à la baisse? Tout simplement parce que le pétrole est à moins 3% en ce lundi matin et que ça fait pression sur le secteur énergétique et donc pression sur les indices. Voilà. Mon avis sur la question reste toujours le même. La question était de savoir est-ce qu'on allait casser les 4460 points et repartir à la hausse ou est-ce qu'on allait casser et accélérer sous la zone des 4100-4200 points. On a eu une réponse selon laquelle ça n'allait pas casser en bas. Ça ne veut pas forcément dire que ça va casser en haut pour autant. Ce que ça veut nous dire, c'est que les vendeurs n'ont pas pris la main, les marchés n'ont pas basculé dans la peur, les indicateurs de peur ne sont pas déclenchés. C'est-à-dire le VIX, l'eurodoll qui monterait, l'or qui monterait, le yen qui monterait. Le VIX, c'est l'indice de volatilité, pour ceux qui ne se rappellent pas. Et ben maintenant, on va voir ce que le marché a dans le ventre. On va voir si on n'est pas juste simplement dans un petit rebond technique orchestré par les dires de banquiers centraux. Je vous rappelle que là, il ne s'agit que de dire. Les banquiers centraux, on a dit on verra bientôt. Alors à court terme, ça ravit les marchés. À moyen terme, les marchés pourraient vouloir leur dire à un moment donné, vous feriez mieux de nous donner ce qu'on veut parce que sinon on va vous forcer à le faire. Je veux dire par là que depuis le début de l'année, j'ai l'impression que, en fait, depuis que Mario Draghi a parlé en novembre dernier, depuis qu'il a dit qu'on verrait plus tard pour le QE, et bien depuis les marchés baissent et mettent la pression sur la BCE et mettent la pression sur la BOJ pour que pour qu'elle fasse plus de quantitative easing. Le support clé sur le 440, c'est la zone des 4230 points et du gap ici ouvert. C'est la zone des 4200, 4200, on va dire 4230, 4280 qui correspondent aussi au plus bas de août et septembre dernier. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix-là, il y a un biais positif puisqu'on a repris le support, on est repassé au-dessus et donc maintenant c'est une résistance redevenue support. La résistance, elle est là, c'est 4400 points, seuil horizontal, seuil psychologique, haut du canal baissier que vous voyez ici sur le 440. Donc beau support, belle résistance à 4004. Donc zone de soutien 4230, 4280, zone de résistance 4400. Là vous voyez qu'au cours actuel, on n'est ni sur une zone d'achat ni sur une zone de vente, c'est normal. On est lundi, c'est le début de la semaine, les marchés prennent leur marque avant d'éventuellement nous donner des signaux. Donc c'est la même chose sur les autres indices. Vous voyez ici le DAX. Donc le DAX était dans une tendance baissière puissante, forte. Le DAX a mis un pied dans la peur la semaine dernière pendant que j'étais en vacances. Il a frôlé le bear market, les 9300 points les plus bas de l'été dernier, et hop, ça s'est repris. Donc vous voyez que le DAX ici, il a créé un gap entre 9660 et 9700. Et vous pouvez constater ce matin que le gap est testé et qu'il tient pour le moment. Donc si le gap a été testé et qu'il tient et que ça relance, on peut repartir à la hausse. Ce serait quand même plus positif de fermer le gap et ça permettrait peut-être à certains d'entre vous de passer à l'achat sur une clôture de gap, puisque c'est ce que feront généralement ceux qui souhaitent passer à l'achat. Donc voilà, tout comme sur le CAC, vous avez ici une zone de soutien. Alors je prendrai les cours de clôture de vendredi dernier, le cours de clôture de jeudi dernier à 9580 points, 9650 c'est le gap, et puis 9700, chiffre psychologique, ce sont les trois supports. Pour l'instant, le DAX est passé de baissier fort à baissier, et
Et à très court terme, il est neutre. Voilà. Donc on va attendre de voir si la baisse s'intensifie ou si au contraire les velléités haussières de la semaine dernière prennent le pas. Pour l'instant, j'ai pas de figure chartiste ou de visuel relativement propre. Je n'aime pas ce que je suis en train de tracer ici. Donc je vais faire le tour des autres indices et de mes autres graphiques étant donné que je viens de rentrer. Et je vous en dirai plus demain. Donc pour tous les indices, le constat est le même. On est sur des supports long terme. C'est neutre ou baissier à moyen terme. C'est baissier à court terme. Et à très court terme, on a neutralisé la tendance baissière et on est repassé neutre. Si dans les séances à venir, on arrive à casser les plus hauts des dernières séances et à accélérer, alors là, il y aura un changement de tendance de court terme. Pour l'instant, ça reste un rebond technique. Pour le DAX, vous voyez, j'aimerais bien qu'il casse les 10 120 ou les 9300. Si on casse les 9300, on passe en bear market potentiel pour l'année 2016. Si on recasse les 10 120, on arrive à s'extraire de cette zone de risque et de peur. On revient enfin dans un terrain un peu plus neutre et il y aura moins de risques alors à éventualiser de nouveau des achats. Concernant les actions, vous avez pu remarquer que c'est très corrélé aux indices en ce moment. Vous avez le pétrole qui est à plus 2 ou à plus 3. Vous avez toutes les sociétés pétrolières qui montent et inversement. Donc là, aujourd'hui, on a Technip à moins 4,50. Forcément, Technip avait repris 12% la semaine dernière en ligne droite. Vous avez Total, vous avez Morel et Prom. Donc voilà, vous avez un repli par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était un peu violent, hein. Regardez, ne serait-ce que Total, son graphique est un gruyère. Mercredi dernier, elle gape violemment à la baisse, elle fait un nouveau plus bas annuel. Jeudi, contrecarré, le signal baissier est contrecarré. Vendredi, gap violent, nouveau plus haut de la semaine. Et on a sorti tous les stops de ceux qui étaient vendeurs au-dessus des mèches ici. Puis là, lundi, hop, on revient là. Alors là, vous dire si on va repartir à la hausse, casser la résistance ou revenir vers les plus bas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à court terme, il y a un gap qui attire les cours. Donc voyons si le gap et la zone de gap est tout juste testée, si ça repart, ou si au contraire on ferme les gaps et s'il y a des réactions sur les fermetures de gap. C'est à ces moments-là que le marché nous donnera des informations. Mais vous voyez bien concernant Total, j'en avais parlé la semaine dernière sur TV Finance notamment, voilà la zone de moyen terme sur laquelle on était sur Total. C'est un graphique qui date de 2010, hein. Donc ça c'est un graphique sur 6 ans, avec une oblique qui passe par tous les plus hauts et les plus bas ici sur 6 ans. Et donc, je vous indiquais il y a 2 semaines qu'on était à 37 € pile poil sur cette zone-là. On s'est fait des frayeurs, mais pour l'instant, on a tenu. Il y a aussi des petites actions qui continuent de baisser, hein, Immédiat, Swatec, Parrot, ça ce sont des titres plutôt spéculatifs. Donc quand les marchés baissent, c'est des titres qui sont complètement délaissés. À la hausse, on a AB Science biotechnologique qui se reprend un peu. Genfit, pareil, biotechnologie massacrée qui se reprend un peu. Elle a fait un nouveau plus bas annuel à proximité des 20 €. Si vous avez suivi le webinaire que j'ai fait récemment avec Sacha Pouget, alors vous savez que les biotech peuvent être intéressantes, mais peuvent être également dangereuses, peuvent être également extrêmement volatiles. Et donc on avait prévenu que potentiellement il fallait s'intéresser à certains dossiers, mais sur des replis manifestes. Ça, vous voyez, c'est ce qui s'est passé sur certains titres. C'est Sartorius Tedim en données hebdomadaires. Vous voyez que les cours ont chuté, sont venus toucher leur support et ont réagi. Donc c'est aussi en regardant les titres les plus haussiers du marché, si vous voulez, que vous vous rendrez compte si le marché casse ou pas. C'est un titre comme Sartorius qui est monté toute l'année dernière, qui était la plus belle performance du SBF 120, avait cassé sa tendance haussière. On aurait pu se poser des questions. Pour l'instant, plus peur que de mal. Pour l'instant, comme nous venons de le voir, les marchés tiennent. Et puis on va finir avec les matières premières. Les devises, j'en ai pas encore fait le tour d'horizon. Je vous en parlerai demain.
Donc sur les matières premières, on voit plus ou moins la même chose. Alors sur le WTI, vous avez un canal baissier et on s'est arrêté à proximité de la borne basse et on a rebondi. Le Brent me plaît plus aujourd'hui pour sa propreté par rapport à sa MM 20 jours. Donc voilà les cours du Brent en données journalières sur les 5 derniers mois. Regardez à quel point, depuis qu'il a fait son double top ici en septembre-octobre, il fuse sous MM 20 jours. Moyenne mobile à 20 séances. Donc on a buté ici en novembre-décembre, on a rebuté ici pendant les fêtes, enfin le 4 janvier, la séance de la rentrée. Là, on a eu un rebond haussier puissant, on touche MM20, on a reperdu 3% ce matin, c'est normal, c'est volatile. Et dans les séances qui viennent, si on arrive à s'extraire de la zone actuelle par le haut et à transformer, si vous voulez, un rebond technique en reprise haussière, alors il y aura des espoirs de changement de tendance. Donc pour l'instant, si vous avez payé au milieu de semaine dernière, etc., je suis content pour vous. Vous prenez pratiquement 20%. Le pétrole a repris 500, 600 points très vite. Donc il y a ceux qui vont se dire c'est un rebond technique, je sors, et ceux qui vont se dire c'est pas un rebond technique, c'est un point bas, je garde. Voilà. Et ça, on ne le saura pas avant que les cours s'extraient du chandelier du jour. Le chandelier du jour, en fait, c'est une consolidation. C'est la suite du rebond technique et c'est le début de sa consolidation. On a eu une hausse, deux hausses. Ce matin, on a gapé à la hausse, on était en hausse. On a eu donc une troisième hausse, puis on s'est mis à consolider car la hausse avait été violente. On consolide aujourd'hui, on peut consolider demain. C'est plutôt le même schéma, en fait, sur l'énergie et les indices. On était en tendance baissière forte sur le CAC et sur le pétrole. On a eu les banquiers centraux qui sont arrivés à la rescousse en disant on va vous aider, on va vous aider. Maintenant, voyons si les chiffres économiques nous permettent d'espérer une embellie. Nous aurons notamment vendredi les chiffres de l'inflation en Europe. On va aussi avoir jeudi, me semble-t-il, la BOJ qui va nous annoncer peut-être des changements sur sa politique d'assouplissement quantitatif. Donc voilà, on va avoir des chiffres économiques, des données qui vont nous permettre, de constater si il y a une amélioration ou pas, puis par la suite, on verra si amélioration il y a, si ça se voit sur les cours par des changements de tendance, des validations de marchés baissiers à des marchés un peu plus neutres, voire haussiers sur certains actifs. Concernant juste les devises, je vous montre l'USD-Yen, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était la paire qui montrait le risque. Donc voici le graphique de l'USD-Yen à moyen terme. Je vais vous même montrer sur 3-4 ans. Donc vous voyez qu'on était dans des marchés haussiers avec des figures chartistes. Et jusque mi-2015 ça allait, puis depuis 6 mois, 8 mois, ça c'est... On n'est plus très haussier à long terme, on est neutre depuis un an et demi. Et ce qu'on avait vu ensemble, donc, c'est que l'USD-Yen est très, très corrélé avec les indices. Donc, en décembre, quand l'USD-Yen était là, ça allait encore. En début janvier, quand il a cassé et accéléré vers 118, on a commencé à se faire peur. Ces 2 dernières semaines, vous voyez qu'on était entre 118 et 116. Et là, il y avait de la volatilité, de la peur, du risque. Voilà. Donc si dans les séances qui viennent, le pétrole rebondit, le SP500 rebondit, les chiffres économiques sont bons, alors on aura un USD-Yen qui pourrait repasser de la zone des 118 à la zone des 120, 121. Les 121, rappelez-vous, c'est la MM 250 jours qui fonctionne très bien à moyen terme. Alors étant donné qu'avant elle était support, on pourrait peut-être venir la toucher comme résistance. Donc si tout se passe bien dans les séances qui viennent, boum, l'USD-Yen monte et toutes les paires en Yen seront soutenues. Au contraire, si le pétrole redescend, que les chiffres économiques sont mauvais, etc., si l'USD-Yen descend de nouveau vers 116, il y aura de la peur, de l'aversion au risque. Souvenez-vous, les 116 de l'USD-Yen, c'était le seuil pile poil que je vous avais donné comme étant le seuil du bear market moyen long terme.
Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si on avait cassé, on serait devenu en marché baissier. Vu qu'on n'a pas cassé, on est resté en marché haussier. Mais ça veut dire quoi d'autre? Bah, ça veut dire que la semaine dernière, quand on était pile poil à 116 avec avec un SP500 qui était pile poil sur support, un DAX qui était pile poil sur support, et ben, c'était de très 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 belles opportunités. Donc voilà, je n'étais pas là. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la volatilité de la semaine passée. En tous les cas, on est allé chercher tous les seuils de moyen terme qu'on avait identifiés ensemble. 9300 sur le DAX et puis 116 sur l'USD Yen. Je vous parlais aussi de l'or tout à l'heure que je voulais vous montrer, c'est avec ça que je vais terminer. L'or, on a bien vu en début d'année que c'était haussier, puis on a eu notre pullback sur le triangle ici, puis c'est reparti à la hausse. Vous voyez bien que l'or monte, certes, mais monte pas beaucoup, hein. Depuis le début de l'année, l'or prend 40 dollars, soit à peu près 4%. Avec des indices en baisse. Alors oui, oui, si les indices baissent de 5-7%, l'or peut gagner 5-7% et donc c'est un bon refuge. Maintenant, est-ce qu'il y a eu de la peur, de la vraie aversion au risque sur ces marchés? Je ne pense pas, car l'or aurait décalé bien plus fort que ça. Voilà. De la même façon où l'USD Yen est sur support à 116, l'or est sous résistance à 1100, 110. On avait vu ensemble la moyenne mobile à 100 périodes. Donc tant que l'or est sous 1110, tant que l'USD Yen est au-dessus de 116, tant que le VIX n'explose pas les compteurs, les marchés restent, on va dire, haussier long terme et neutre à moyen terme, baissier pour certains, mais on va dire neutre en généralité. Voilà, on s'est fait une frayeur pour l'instant, on a fait un mauvais début d'année et on va voir dans les semaines qui viennent comment ce panorama économique fondamental évolue. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, j'espère que c'était assez complet. On a vu les indices, quelques matières premières, indices, actions, forex, ensemble. Je vais m'entacher à faire le tour de l'actualité, des news, d'aller vous chercher des configurations techniques pour demain. Et puis sur ce, je voulais juste vous dire que j'étais très content de vous retrouver. En plus, je suis rentré à Paris avec le beau temps, donc on retrouve les écrans et puis on reprend les bonnes habitudes. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon appétit, une bonne séance de trading et je vous retrouve demain 10h pour la matinale. Bonne journée à tous.